Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule Un traitement chronique avec l'AMPF, soit un antagoniste du récepteur métabotrophique glutamatergique de type 5, prévient les complications motrices chez un modèle de singe parkinsonien de nouveau. Et mon projet de recherche porte sur la maladie de Parkinson et vise à l'évaluation au niveau traitement pharmacologique. Eh bien, la maladie de Parkinson se caractérise par une triade de symptômes moteurs qui inclut les tremblements au repos, une bradykinésie qui est un ralentissement moteur et une rigidité musculaire. Cette triade va favoriser l'instabilité posturale, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. À cela aussi s'ajoutent des symptômes non moteurs comme la dépression et l'anxiété, ce qui favorise grandement à diminuer la qualité de vie des patients, d'où l'importance de trouver une façon de ralentir la progression de la maladie. Si on compare le cerveau d'un individu sain à un patient parkinsonien, à la fois au niveau de l'imagerie et le coût histologique, eh bien, on remarque que la maladie est causée par une dégénérescence des neurones dopaminergiques et de ses projections au niveau du striatum. Et dans ces régions-là, on va mesurer des baisses importantes en dopamine. Au niveau du traitement pharmacologique, malgré l'utilisation des inhibiteurs de dégradation des enzymes de la lévodopa et des agonistes dopaminergiques, eh bien, aujourd'hui, la lévodopa demeure encore le traitement le plus efficace et le plus utilisé. Cependant, après 5 à 10 ans de traitement, il y a environ 80% des patients qui vont développer des complications motrices, qui incluent les dyskinésies induites par la lévodopa et le wearing off ou encore la dégradation de fin de dose. Malheureusement, le mécanisme d'action des complications motrices n'est pas bien compris aujourd'hui. Au niveau des ganglions de la base du cerveau, si on compare un individu normal à gauche à un individu parkinsonien, et bien suite à la mort neuronale, on n'a pas le choix d'utiliser la lévodopa qui va se transformer en dopamine, puis qui va venir stimuler les récepteurs D1 et D2 pour provoquer le mouvement. Et ce qui arrive à long terme, c'est qu'on a une stimulation excessive et erratique, et ça va vraiment changer la circuiterie au niveau des voies des ganglions de la base. Et ça amène des changements à long terme également. En effet, on va voir une surexcitation de la voie directe impliquant le récepteur D1 qui est nécessairement excitatrice. Et on va avoir une baisse de l'activité de la voie inhibitrice indirecte qui implique le récepteur D2. Qui va avoir pour effet final une surexcitation du thalamus vers le cortex qui va causer les mouvements involontaires. Outre l'aspect dopaminergique, il y a également une hyperactivité glutamatergique qui est rapportée dans la maladie. Classiquement, en bloquant les récepteurs glutamatergiques de nature ionotropique, tels que le récepteur NMDA et AMPA, eh bien, on a vu qu'on avait une amélioration au niveau du comportement moteur et une diminution au niveau des dyskinésies. D'ailleurs, la mentadine, c'est le seul agent qui a l'indication clinique pour traiter les dyskinésies. Malheureusement, avec les bloqueurs des récepteurs glutamatergiques ionotropiques, leur utilisation est limitée car les patients à long terme vont développer des effets indésirables tels que des hallucinations et du délirium. Heureusement, il y a un autre type de récepteur qui peut contrôler la transmission glutamatergique. Il s'agit des récepteurs glutamatergiques de nature métabotropique qui ont été découverts il y a environ une quinzaine d'années. Moi, j'étudie plus particulièrement le récepteur mGluR5. Pourquoi? Parce qu'il est fortement concentré au niveau du striatum, soit un noyau impliqué dans la motricité. L'avantage des antagonistes qui ont été développés, c'est qu'ils vont aller se fixer sur un site allostérique qui va être différent du site de liaison du ligand naturel. Donc, il n'y aura pas de compétition avec le glutamate dans ce cas-là. Donc, l'avantage, c'est qu'en allant bloquer le récepteur, on ne va pas inactiver au complet le récepteur, mais plutôt le moduler soit négativement ou positivement. De cette façon-là, on pense éviter les effets indésirables tels que les hallucinations. Également, le récepteur mGluR5 peut colocaliser et avoir des interactions fonctionnelles avec des récepteurs d'intérêt dans la maladie, tels que le récepteur dopaminergique D2, de l'adénosine et NMDA. Donc, mon hypothèse de recherche, est-ce que le fait de combiner un modulateur allostérique négatif ou antagoniste mGluR5 avec la lévodopa, est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'activité antiparkinsonienne de la lévodopa, diminuer et prévenir les dyskinésies, pour éventuellement diminuer les doses de lévodopa et prévenir la formation de complications motrices? Est-ce qu'on va pouvoir à long terme préserver les voies de signalisation extracellulaire pour prévenir le développement des dyskinésies? Pour ce faire, nous avons effectué un protocole de nouveau en utilisant le singe Macaca fascicularis femelle. Donc, voici le protocole. Après une période d'acclimatation, les singes femelles ont été arboréactomisés.
En fait, on veut réduire les niveaux en estrogène au minimum parce que les estrogènes peuvent fortement moduler les systèmes dopaminergiques. Par la suite, le syndrome parkinsonien a été induit à l'aide de la toxine MPTP. Lorsque les animaux ont été prêts, ils ont été enrôlés dans les 2 bras. Donc, 4 singes ont reçu des injections quotidiennes de lévodopa, alors que 5 autres singes ont reçu des injections de lévodopa avec la combinaison de MPEP, qui est l'antagoniste MDR5 qu'on a utilisé. Le comportement moteur a été évalué à tous les jours, observé et évalué à tous les jours pendant 30 jours. À la fin, les animaux ont été euthanasiés, on a récupéré les cerveaux pour les analyses biochimiques. Et à ça, pour les analyses biochimiques, on a ajouté 2 groupes. Donc, un groupe contrôle et un groupe MPTP salin à fin de comparaison. Donc, voici les résultats. Ici, je vous présente le développement des dyskinésies en fonction du mois de traitement. Donc, pour le groupe lévodopa seul, on voit clairement qu'il y a un développement des dyskinésies qui était graduel et constant. Alors que dans le groupe avec l'antagoniste MDR5, en tout point dans le mois, les dyskinésies sont plus faibles. On peut voir un développement constant jusqu'à 15 jours, après ça, il y a un effet plafond. Donc, on peut conclure avec ça que le MPEP a prévenu le développement des dyskinésies. Ici, je vous montre les mêmes résultats, mais en termes de semaines, la moyenne par semaine. Donc, on voit que respectivement, chaque semaine, dans le groupe MPEP, les dyskinésies sont plus faibles. Également, un autre résultat intéressant, il s'agit de la durée de l'effet de la lévodopa, ou le wearing off, détérioration de fin de dose, qui est une complication motrice très importante. On voit dans le groupe L-Dopa qu'à partir de la semaine 3 et 4, eh bien, on a vu une réduction de l'effet bénéfique de la lévodopa, alors que c'était absent dans le groupe MPEP. Donc, ça a prévenu le développement de cette complication motrice-là aussi. Au niveau du corps parkinsonien et de la locomotion, pas de différence statistiquement significative entre les 2 groupes, ce qui veut dire que le fait d'ajouter l'antagoniste MDR5, le MPEP à la lévodopa, eh bien, on n'a pas diminué l'effet antiparkinsonien et bénéfique de la lévodopa. Donc, c'est une bonne chose. Au niveau de la biochimie, ici, je vous montre l'état de dénervation des animaux. Donc, tout d'abord, nous avons effectué une autoradiographie du transporteur de la dopamine, le DAP. Donc, à la fois au niveau du codé et du putamen, on peut voir à l'imagerie qu'il y a une dégénérescence importante dopaminergique. Résultats similaires au niveau de la mesure en dopamine par HPLC. Donc, à la fois au niveau du codé et du putamen, on parle d'une dénervation d'environ 99%. Donc, le MPTP a causé une dégénérescence au niveau des neurones dopaminergiques. Résultat intéressant, ici, je vous présente l'autoradiographie spécifique du récepteur MDR5. C'est en fait la cible d'action de notre antagoniste MPEP. Donc, à la fois au niveau du codé au putamen, ce qu'on a remarqué, c'est une augmentation de la densité du récepteur seulement dans le groupe L-Dopa, alors que MPEP a prévenu l'augmentation de la densité du récepteur. Autre fait, MPEP se compare de la même façon que le groupe salin MPTP contrôle des animaux non dyskinétiques. Donc, c'est un résultat fort intéressant. En fait, en bloquant le récepteur pendant 30 jours, on aurait pu s'attendre à avoir une régulation positive, mais en fait, étant donné que ça se fait sur un site allostérique et qu'on a modulé négativement, eh bien, on n'a pas vu d'augmentation de densité. Autre résultat intéressant, augmentation. On a vu une corrélation positive entre le développement des dyskinésies et la densité du récepteur. Donc, plus les animaux ont une densité élevée, et c'est les animaux qui avaient plus de dyskinésie. Un autre exemple, ici, on a procédé à l'autoradiographie spécifique du récepteur NMDA et R2B, qui est en fait la cible d'action de la mentadine. Et on a eu des résultats similaires, le même patron. En fait, à la fois au niveau du codé putamen, on a vu une augmentation de la densité dans le groupe L-Dopa, alors que MPEP a prévenu cette augmentation-là. Le groupe MPEP se comporte de la même façon que des aminos non dyskinétiques, en ce cas-là, le groupe contrôle et salin. Et corrélation positive également entre la densité du récepteur et le dyskinésie. Donc, c'est un résultat intéressant parce qu'il est connu dans la littérature qu'il y a une interaction fonctionnelle entre le récepteur de l'MDA et le MDR5. Donc, en allant bloquer le MDR5, on a prévu également l'augmentation du récepteur NMDA sous NR2B. Donc, ça en fait une cible de choix. Rapidement, je montre ici l'autoradiographie spécifique du récepteur dopaminergique D2. Donc, à la fois au niveau du codé putamen, c'est le schéma inverse. On a vu une augmentation de la densité dans le groupe MPEP comme le groupe salin PTP, alors qu'il n'y a pas d'augmentation dans le groupe L-Dopa. Ça pourrait expliquer le wearing off, la détérioration de fin de dose qu'on a vu dans le groupe L-Dopa. En fait, il y a des données dans la littérature qui ont montré que plus que la densité du récepteur D2 était élevée, mais on avait une durée de l'effet de L-Dopa beaucoup plus élevée.
Donc, rapidement, j'ai fait la même chose pour plusieurs autres, la même expérience, en mesurant la densité de récepteurs pour plusieurs autres récepteurs. Donc, j'ai évalué le récepteur glutamatergique métabotropique 2,3, qui est un pré-synaptique, et AMPA, qui est un ionotropique post-synaptique. Tout ça pour vous montrer que finalement, dans tous les récepteurs observés, bien, le groupe MPET s'est comporté de la même façon que le groupe MPTP salin, soit des animaux non dyskinétiques. Donc, de cette façon-là, on peut conclure qu'avec MPEP, on a prévu des changements à long terme au niveau de la transmission glutamatergique. Donc, en résumé, au niveau du MPEP, on a vu une diminution des dyskinésies au niveau du comportement moteur, l'absence de wearing off, pas d'effet indésirable notable chez les singes aussi, pas de tolérance ou tachyphylaxie sur le mois. Au niveau du récepteur, on a prévenu l'augmentation du MUR5 et prévenu une diminution du MUR2,3 qui est pré-synaptique. Également, au niveau des récepteurs glutamatergiques ionotropiques, même chose, prévention d'augmentation du NR2B, NMDA et MPA. Au niveau du D2, le MPEP a provoqué une augmentation de la densité de récepteurs-là qui pourrait expliquer pourquoi on a vu du wearing off. Et des corrélations entre les dyskinésies, la densité des récepteurs, ça n'avait jamais été montré encore. Donc, maintenant, où est-ce que je suis rendu dans mon projet? Eh bien, on a évalué différents récepteurs au niveau de la membrane. Et pour expliquer ces changements-là, il va falloir aller voir les voies de signalisation intracellulaires. Heureusement, il y a déjà des données dans la littérature sur la maladie de Parkinson et les dyskinésies. Donc, en conclusion, nous avons testé également un analogue MUR5. C'est AFQ056 qui a été développé par la compagnie Novartis. Eh bien, nous l'avons testé en aiguë chez les singes et il y a une étude chez l'humain qui a été publiée chez les patients parkinsoniens, une étude de phase 2. Donc, c'est très intéressant de pouvoir valider au niveau translationnel du modèle de singe à l'humain les effets justement sur les dyskinésies. Donc, et d'ailleurs, 19 études cliniques présentement alentour du monde avec AFQ056. Donc, mon projet prend tout son sens ici pour l'intérêt de bien comprendre les effets à long terme au niveau du cerveau. Donc, j'aimerais remercier les gens de l'Université Laval, l'équipe du laboratoire, les organismes subventionnants, les comités organisateurs de la journée phare qui font de cette journée un événement incroyable. Merci.